Mesdames, Messieurs, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la modulation de la perception auditive. Il sera suivi de la conférence que donnera Olivier Macheret sur la perception de la musique à travers un implant cochléaire. La perception auditive est modulée par l'attention, l'apprentissage, la mémoire, l'émotion et bien d'autres contextes psycho-affectifs, sans parler du contexte sonore lui-même, comme l'ont illustré les conférenciers des deux cours précédents, Daniel Presnitzer et Brian Moore. Nous n'avons envisagé jusqu'ici que le traitement de l'information sensorielle sur le mode d'un traitement en série de type bas-haut, bottom-up. Ce traitement hiérarchique est beaucoup trop simplificateur. Un traitement de type haut-bas, top-down, très largement fondé sur les anticipations qu'autorisent les expériences antérieures, module la perception sensorielle. Les aires corticales de haut niveau dans la hiérarchie des traitements des signaux sensoriels exercent en effet une activité sur les aires de niveau plus bas dans cette hiérarchie de traitement. Lors du premier cours, j'ai évoqué dans le cadre de la représentation corticale des objets auditifs l'effet cocktail-party décrit par Cherry en 1953, c'est-à-dire l'aptitude qu'a un auditeur à écouter la parole d'un locuteur donné alors que d'autres locuteurs s'expriment en même temps, même avec une intensité vocale plus forte. Cette aptitude fait appel à la possibilité de mettre à profit certains indices acoustiques pour ségréger la parole d'intérêt par rapport à celle des autres locuteurs. Peuvent être utilisés, par exemple, le regroupement des fréquences sur la base de leur harmonicité, ces harmoniques correspondant aux harmoniques de la fréquence fondamentale de vibration des plis vocaux. Le regroupement de fréquences peut aussi s'opérer sur la base d'indices temporels. Leur synchronisation d'apparition ou de disparition, ou des indices d'intensité, leur covariation en intensité. La localisation de la source sonore est un autre élément qui permet de suivre un locuteur parmi d'autres. La psychoacoustique parle de flux acoustique rassemblant ces indices. L'attention sélective joue évidemment un rôle majeur. Elle a un rôle essentiel dans quantité de fonctions cognitives, qu'il s'agisse de percevoir, de mémoriser ou de résoudre des problèmes. Pourtant, les mécanismes neuronaux qui la sous-tendent ne sont pas clairs. C'est au mécanisme de l'attention auditive que nous allons nous intéresser. Plus précisément, nous allons nous concentrer sur l'attention sensorielle sélective à des signaux acoustiques de nature rythmique. Nous allons être amenés à nous intéresser aux oscillations électriques corticales et à leur rôle. Alors, quelques mots sur ces oscillations électriques avant de nous concentrer sur l'attention auditive. Ces oscillations traduisent le fait que le cerveau est en permanence en activité. En 1929, un jeune Allemand du nom de Hans Berger, qui cherchait des preuves de la télépathie, c'est-à-dire la communication entre cerveaux, publie la découverte de larges oscillations de voltage qu'il a décelées en plaçant un galvanomètre au-dessus de sa tête ou de celle de son fils. Il décrit aussi le fait que lorsque l'individu dont les réponses corticales sont étudiées ferme les yeux, ces ondes ont une amplitude majorée dans la région occipitale. Dans ces enregistrements qu'il nomme encéphalogrammes, il rapporte d'emblée l'existence d'ondes de périodes distinctes. Il leur donne le nom de rythme alpha. Il donne ce nom à une oscillation de l'ordre de 10 Hz qu'il a observée en réponse à la fermeture des yeux. En 1933, Bishop propose que ces ondes reflètent
des variations cycliques de l'excitabilité des neurones et que le moment auquel survient le stimulus par rapport à la phase de l'onde détermine si le cortex y répondra ou non. Ces rythmes ont été classés en fonction de leur fréquence, 0,5 à 4 Hz, ce sont des ondes de basse fréquence pour les fréquences delta, 4 à 8 pour les θ, et pour les bêta 12 à 30, et au-delà de 30 pour les ondes supérieures, les ondes gamma. En réalité, les gammes fréquentielles, comme vous le voyez ici, sont beaucoup plus larges, certaines périodes allant jusqu'à plusieurs minutes, soit des fréquences de l'ordre du centième de Hertz, ou au contraire, atteignant 600 Hertz. Très vite, les changements dans ces ondes sont rapportés dans certaines situations physiologiques et certains processus mentaux. Vous avez ici quelques-uns des éléments associant donc ces ondes à des processus ou des situations, processus mentaux ou physiologiques que je vais brièvement résumer. Des liens ont ainsi été établis entre ces oscillations neuronales dans certaines bandes de fréquences et une variété de fonctions cognitives. Par exemple, le lien entre les oscillations de la bande θ et le code de l'information spatiale dans l'hippocampe par Gray et Singer en 1989, puis par John O'Keefe. John O'Keefe a reçu le prix Nobel avec Maybrit et Edward Moser l'an passé pour sa mise en évidence d'un codage temporel de l'information spatiale par le moment où se situe la décharge en potentiel d'action des cellules hippocampiques dites place cell par rapport à l'oscillation du rythme θ. En d'autres termes, pour avoir fait passer la vision antérieure qui se fondait sur la décharge de neurones uniques à celle d'une orchestration ou d'un filtrage de ces décharges par l'oscillation de l'excitabilité d'un ensemble de neurones. Le lien entre les oscillations gamma au niveau du cortex visuel et l'attention visuelle a été fait par Fritz. Le lien entre les oscillations gamma et la mémoire, le lien entre certaines oscillations et l'état de veille. Longtemps, le rôle de ces ondes a été controversé, mais un consensus s'est progressivement dessiné qui leur attribue une fonction essentielle. Aujourd'hui, comprendre comment ces rythmes s'établissent est considéré comme un élément essentiel pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Cette compréhension fait largement appel à des approches de modélisation mathématique. Alors, nous allons nous intéresser aux oscillations cérébrales dans le système auditif et plus particulièrement à leur implication dans l'attention. Le travail que je vais discuter a été réalisé dans le laboratoire et par le laboratoire de Charles Schroeder. Le premier auteur en est Peter Lakatos. Il s'agit d'un travail publié en 2014 dans la revue Neurone. C'est un travail qui va être effectué chez le macaque. Dans ces expériences, les macaques sont entraînés à prêter attention à deux sons purs. L'un de fréquence 5,7 kHz et l'autre 16 kHz. Pour solliciter l'aptitude des macaques à prêter attention à un son de 5,7 ou de 16 kHz, les singes ont été entraînés dans des tests de discrimination sonore qui consistent à leur faire détecter des sons déviants, c'est-à-dire des sons qui diffèrent légèrement en fréquence d'environ 2 demi-tons des sons de 5,7 et 16 kHz. Le son déviant survient au hasard environ toutes les 6 à 9 secondes. La reconnaissance de ces sons s'accompagne de l'obtention d'une récompense, pour ces singes, du jus sucré. Tout d'abord, nous allons nous intéresser
donc à la réponse, plutôt nous allons nous intéresser à la réponse dans le cortex auditif primaire A1 à un stimulus rythmique. D'où vient la rythmicité? Le stimulus sonore consiste en une bouffée tonale de 5,7 kHz sous la forme d'un bip de 25 millisecondes qui est répété à intervalles réguliers, toutes les 624 millisecondes, c'est-à-dire avec une fréquence de répétition de 1,6 Hz. L'autre son a une fréquence de 16 kHz. Il est répété toutes les 562 millisecondes. La fréquence de répétition est donc de 1,8 Hz. Je vais vous montrer maintenant une expérience représentative de l'enregistrement de l'activité des neurones dans les différentes couches laminaires cérébrales dans des conditions d'attention. L'activité va être enregistrée simultanément dans deux régions du cortex auditif distantes de 2 mm. On est dans le planum temporale supérieur. Dans le cortex auditif de macaque, le gradient tonotopique est d'1 octave par millimètre. Les électrodes utilisées, vous les voyez ici, ce sont des multi-électrodes. Elles sondent les différentes couches du cortex indiquées ici et les points représentent les emplacements des électrodes qui sont au nombre de 23. Les deux électrodes sont implantées dans les régions corticales qui sont accordées aux fréquences des sons stimulants, c'est-à-dire pour l'une d'elles dans la région accordée à 5,7 kHz et l'autre que nous verrons tout à l'heure accordée à 16 kHz. Les courbes en vert représentent les courbes d'accord en fréquence de chacune des régions du cortex qui vont être explorées. Je vous rappelle que c'est dans la couche 4 qu'arrivent les afférences thalamiques. En abscisse, le temps indiqué par 0 marque le temps où la première bouffée tonale est délivrée. La seconde se situe 624 millisecondes plus tard. Le code couleur indique la densité des courants par unité de surface. Quand elle baisse, il y a hyperpolarisation. Elle est indiquée en bleu. Quand la densité de courant augmente, il y a dépolarisation. Elle est indiquée en rouge. Concentrons-nous sur ces enregistrements. Dans cette région corticale, donc, qui est accordée à la fréquence de 5,7 kHz. La couche d'enregistrement qui nous intéresse est celle qui est marquée par la petite étoile rouge, c'est la couche supragranulaire L3. On voit alterner sous la forme d'une petite bande bleue qui marque l'hyperpolarisation, horizontale, oui, qui marque une hyperpolarisation, avec une petite bande rouge qui montre la dépolarisation. Les changements de polarisation, on le sait, sont proportionnels au mouvement des charges électriques à travers les membranes des neurones. Le son survient au temps 0. Un son de 5,7 kHz de 25 millisecondes et donc qui va être répété à la fréquence de 1,6 Hz. Dans la couche L3, on voit apparaître un très fort signal de dépolarisation. Vous voyez que la bande rouge a une très forte intensité. Puis, l'hyperpolarisation revient en bleu et à nouveau la dépolarisation. Là, le signal se répète, entraînant à nouveau une dépolarisation majeure. En examinant les fluctuations de cette couche L3, donc indiquée par les couleurs, on en déduit que le son survient à un moment précis de la phase d'excitabilité des neurones
que l'on suit par les alternances des bandes bleues et rouges. Ce moment est celui où l'onde de dépolarisation est maximale. La plupart de ces dépolarisations neuronales se situent en réalité sous le seuil de décharge des neurones. En bas est présentée la moyenne des variations de potentiel global et les pics synchronisés au son correspondent aux décharges d'un petit nombre de neurones dont la dépolarisation a dépassé le seuil. Les fluctuations de polarisation dans la couche L3 traduisent une activité collective et cohérente des neurones de cette couche. Ceci indique donc l'existence de réseaux neuronaux organisés de façon à répondre en augmentant leur excitabilité par dépolarisation au moment où arrive le stimulus sonore, ceci dans la région accordée en fréquence avec le stimulus sonore. Quant aux décharges neuronales, elles se placent au moment où la dépolarisation sous le seuil est maximale. Un réseau de neurones a donc l'aptitude à capter en quelque sorte le rythme du son qu'on lui présente. Celui que nous suivons ici est un rythme de 1,6 Hz. Il se situe dans le domaine des oscillations électriques corticales delta. Venons maintenant à ce qui se passe à droite. Nous sommes maintenant dans la région corticale qui est accordée à la fréquence de 16 kHz et nous examinons toujours la réponse que produit un son pur de 5,7 kHz dont les répétitions ont un rythme de 1,6 Hz. La couche qui nous intéresse est toujours la même, la couche L3, ici indiquée par une étoile bleue. On voit que la trace de même rythmicité que précédemment avec un intervalle de 624 millisecondes au moment où la bouffée sonore est délivrée. Différence majeure dans cette région qui n'est pas accordée en fréquence avec le son délivré, la rythmicité est certes toujours accordée avec la rythmicité du stimulus, mais quand le stimulus survient, l'excitabilité des ensembles neuronaux est à son minimum de dépolarisation, en d'autres termes, son maximum d'hyperpolarisation. Donc, au moment où le stimulus est délivré, on a un réseau neuronal qui est à son maximum d'excitabilité dans la couche L3, dans la région corticale accordée à la fréquence du son, et qui est à l'inverse à son maximum d'hyperpolarisation, c'est-à-dire à son excitabilité minimale dans la couche L3, dans la région corticale non accordée avec la fréquence du son. Alors, la fréquence caractéristique de ces deux régions, donc, je l'avais indiqué précédemment, non, je pense que je ne l'ai pas indiqué, est distante de 2 octaves. Alors, voyons maintenant les décharges neuronales dans la région corticale non accordée à la fréquence. Comme attendu, en raison de l'hyperpolarisation des neurones, il n'y a pas de décharge neuronale. Nous passons maintenant à la partie basse de la figure. Elle résume ce que nous venons de voir. Les tracés correspondant, il s'agit des tracés correspondant à la stimulation à 5,7 kHz. Le tracé rouge provient de la région corticale accordée en fréquence au stimulus au niveau de l'étoile rouge et le tracé bleu de la région qui n'est pas accordée en fréquence avec le stimulus, la couche marquée par l'étoile bleue. Les 2 têtes de flèche en vert marquent la position du stimulus. On voit que la polarité du courant dans les 2 régions corticales
est en opposition de phase et que pour la région accordée en fréquence, son maximum de dépolarisation, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, se situe au moment où le stimulus engendre une décharge neuronale. Passons à la partie basse de cette figure, c'est l'expérience en miroir. Le singe est stimulé à un son de 16 kHz, la fréquence de répétition est de 1,8 Hz. Les résultats sont en miroir, ce qui permet de généraliser les conclusions. Alors, dans toutes ces mesures, il faut s'assurer de la fiabilité des mesures d'un essai à l'autre, et dans le cas présent, on va s'assurer de la fiabilité de l'excitabilité des neurones dans la couche supragranulaire observée quand le singe, qui prête donc toujours attention à un son rythmé, donc on va s'assurer de la rythmicité des oscillations cérébrales de type delta. En A, la figure montre que ces oscillations, aussi bien dans la couche accordée en fréquence avec le stimulus que dans la région corticale accordée en fréquence avec le stimulus que dans celle qui ne l'est pas, que l'ensemble des réponses sont cohérentes. Poursuivant par des analyses statistiques, les auteurs étudient dans un grand nombre d'essais la position du stimulus par rapport à la phase des ondes delta dans la couche où elles sont générées, c'est-à-dire la couche L3 où on les examine, et on voit en rose que le début du stimulus tombe toujours dans le minima de l'onde de l'activité des neurones au niveau de la région accordée en fréquence, c'est-à-dire au moment de la dépolarisation maximale, et dans la région non accordée en fréquence, le début du stimulus tombe au moment de l'hyperpolarisation. La question qui est alors soulevée est la suivante. Elle est celle de l'origine des fluctuations rythmiques calées sur les répétitions du son. Soit il s'agit d'une adaptation rapide déclenchée par la réponse électrique évoquée, c'est-à-dire les potentiels d'action, soit il s'agit d'un mécanisme d'entraînement cycle par cycle d'un réseau de neurones dont la rythmicité pourrait, dans ce cas, se poursuivre au-delà de la stimulation. La valeur constante de l'amplitude de l'onde delta avant, pendant et après la stimulation ne plaide pas en faveur d'une réponse évoquée, pas plus que ce que nous avons vu dans la région qui n'est pas accordée en fréquence avec le stimulus. Une possible persistance de l'onde au-delà de la stimulation, comme je viens de le dire, pourrait constituer un argument en faveur de l'entraînement d'un réseau neuronal. Cette possibilité va être directement testée. On voit ici, en haut et en rose, la réponse dans la région corticale accordée à la fréquence du son. Les réponses sont enregistrées comme précédemment dans la couche supragranulaire L3. L'enregistrement commence dans des conditions d'attention et les stimulations sont délivrées toutes les 624 millisecondes. Elles sont indiquées par les barres verticales violettes. Au temps 0, la stimulation sonore est arrêtée. On poursuit les enregistrements. Les barres oranges indiquent les temps où se trouveraient les stimulations sonores si elles avaient été maintenues. On procède à un moyen-âge des résultats sur 32 expériences dont les fréquences de stimulation de répétition sont de 1,6 Hz. En bas, en bleu, la même expérience, mais le stimuli est présenté à une autre fréquence de répétition, 1,8 Hz, et dans cette deuxième condition, l'enregistrement se fait dans la région corticale
qui n'est pas accordé en fréquence avec le stimulus sonore. Les traces roses montrent qu'avant l'arrêt de la stimulation, une fluctuation rythmique, donc des ondes de basse fréquence. On voit aussi que lorsque la stimulation s'arrête, l'oscillation continue, les pics négatifs se situent là où le stimulus aurait dû être présenté. Le comportement est grossièrement le même que celui qui existait en présence du stimulus, ceci pendant 2 à 4 cycles. Les histogrammes situés au-dessous montrent que la phase de ces oscillations, après l'arrêt de la stimulation, n'est pas aléatoire. Elle continue de se situer, ces phases, autour de la valeur de pi qui correspond à la phase d'excitabilité maximale de l'activité oscillatoire de l'onde delta. Si maintenant on s'intéresse aux traces ici en bleu, ce sont toujours des traces moyennées. On a toujours une oscillation apparente dont le pic correspond à l'hyperpolarisation de l'onde delta, qui est alignée avec la stimulation sonore. Quand la stimulation cesse, l'oscillation se poursuit et garde sa phase d'hyperpolarisation maximum au moment où le stimuli devrait survenir, et ceci pendant quelques secondes. Donc ces oscillations enregistrées dans la région qui est accordée en fréquence avec la stimulation ou hors de la fréquence accordée avec la stimulation ont les mêmes caractéristiques, d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, sauf qu'elles surviennent dans un cas au maximum de dépolarisation et dans l'autre au maximum d'hyperpolarisation. Et sinon, elles ont les mêmes caractéristiques, et ces résultats pour lesquels on voit que ces ondes se maintiennent au-delà de la stimulation plaident plutôt en faveur de l'entraînement d'un réseau d'oscillations de type delta qui cesse de fonctionner, qui continue de fonctionner après un certain temps après l'arrêt de la stimulation, puis ensuite va cesser de fonctionner. Alors, cette alternative, donc cette possibilité, donc je l'ai dit, est une des explications. L'autre explication était l'entraînement par les potentiels d'action évoqués, ce qui revenait à dire l'entraînement par les afférences thalamo-corticales, les afférences qui viennent du corps genouillé médian ventral du thalamus, dont l'organisation est tonotopique. Donc, l'ensemble des éléments jusqu'ici sont en faveur d'une orchestration donc, des réseaux neuronaux sous-jacents. Alors, au total, on est amené à penser que l'attention entraînerait un ou plutôt plusieurs neuronaux, de sorte que les fluctuations de leurs activités oscillatoires deviendraient cohérentes et ajustées à la stimulation sonore. Peut-on élargir cette conclusion, c'est-à-dire celle des sons rythmés de basse fréquence que nous venons de voir, à des fréquences autres que celles que nous venons de voir? Peut-on entraîner d'autres types d'oscillations cérébrales? Puisqu'ici, nous nous étions placés donc dans des oscillations bien typées, donc des oscillations de 1,6 à 1,8 Hz. Ce que vont faire les auteurs, c'est maintenant changer la cadence du son. Ils vont faire varier cette cadence de 0,8 à 12 Hz. Et les macaques, comme précédemment, sont entraînés à soutenir leur attention par la détection d'une fréquence déviante par rapport au son standard. En A, les enregistrements se situent toujours en L3 et en B,
donc ce sont les enregistrements, et en B, la distribution de phase de ces oscillations par rapport au stimulus. On voit que quelle que soit la fréquence des oscillations qui sont suivies, à l'exception de celles qui se situent autour de 3 Hz, il y a bien synchronisation avec la séquence sonore, donc reproduction de la structure temporelle de la séquence sonore avec les mêmes caractéristiques que précédemment, comme vous voyez, dont le pic de dépolarisation maximale accordé donc avec l'arrivée du son dans la région accordée en fréquence, qui est en rose, et dans la région qui n'est pas accordée en fréquence, le pic d'hyperpolarisation en bleu accordé, lui. Alors, au total, ces résultats indiquent qu'à la fois les oscillations delta et les oscillations θ qui sont explorées maintenant peuvent être entraînées par un stimulus auditif rythmé auquel le singe prête attention et que la phase de l'entraînement dépend de la région tonotopique du cortex qui, si elle est accordée à la fréquence du stimulus, aura une dépolarisation synchrone à la stimulation et si elle n'est pas accordée à la fréquence du stimulus, placera au contraire son hyperpolarisation maximale au moment de la stimulation sonore. Alors jusqu'ici, nous nous sommes intéressés qu'à un seul son auquel le macaque prêtait attention. Les expériences ont donc permis de conclure à une modulation spatio-temporelle de l'activité oscillatoire de fond du cortex auditif primaire par l'attention, modulation qui prend en quelque sorte la forme d'un filtre spectro-temporel sur l'activité électrique située principalement au-dessous du seuil de décharge des neurones. Dans les situations environnementales habituelles, les animaux et les individus sont exposés à un grand nombre de sons qui se chevauchent. Est-ce que les caractéristiques de la réponse à un son écouté que nous venons de voir persistent en présence de sons compétiteurs? Deux stimuli vont être présentés au singe de façon concomitante. Stimuli qui diffèrent par leur rythme et leur contenu fréquentiel. Les singes sont entraînés à s'intéresser à l'un et à l'autre son. Le dispositif expérimental est le suivant. On va, comme précédemment, par des enregistrements électrophysiologiques, mesurer la densité de courant dans la couche supragranulaire et mesurer les décharges des neurones moyennées dans l'ensemble des couches corticales. Ceci en réponse soit à un stimulus auquel le singe prête attention, soit à un stimulus qu'il ignore. Les enregistrements sont effectués dans les deux régions corticales accordées en fréquence à chacun des deux stimuli. Un des sons a une fréquence de 2 kHz et l'autre de 8 kHz. Ce sont des sons brefs et ils sont cadencés. Ils sont cadencés de façon différente. L'un est cadencé de sorte que le stimulus est délivré toutes les 624 millisecondes, c'est-à-dire à une fréquence de 1,6 Hz, l'autre toutes les 562 millisecondes, c'est-à-dire que la fréquence de la cadence est de 1,8 Hz. Ici, la réponse est enregistrée au niveau de la région corticale accordée à la fréquence de 2 kHz. Deux situations. Soit le singe prête attention à la fréquence sonore de 2 kHz. Le tracé est alors le tracé rouge. Soit il prête attention à soit il ignore ce même
cette même décharge à 2 kHz et le tracé est maintenant en bleu. Donc, la réponse qui est enregistrée est la réponse qui donc, a une stimulation de 2 kHz, que l'on peut distinguer en fait de la réponse à 8 kHz, puisqu'elles n'ont pas la même cadence de répétition. Ce que vous voyez en haut correspond aux décharges neuronales moyennées à travers les différentes couches, et on voit que cette décharge neuronale est un peu plus importante pour le son écouté que pour le son ignoré. Quant à la densité de courant dans la couche supragranulaire, indiquée par CDF, qui est portée donc dans la partie basse, elle est aussi plus importante quand le singe prête attention au stimulus de 2 kHz que quand il l'ignore. Mais la différence majeure se tient non pas dans ces décharges de pic, mais au niveau de la phase, comme le montrent les petits encadrés ci-dessous. Lorsque le singe prête attention au son, encadré rouge, le maximum de dépolarisation de l'oscillation delta est associé à la stimulation sonore, comme nous l'avons vu précédemment. Lorsqu'il ignore ce son, le petit encadré bleu montre que le début du stimulus n'est pas associé à aucune phase particulière de l'onde delta, ni sa phase d'hyperpolarisation, ni sa phase de dépolarisation. Par conséquent, la marque de l'attention est donc la présence d'une synchronisation entre la phase d'oscillation et le début du stimulus sonore. En revanche, en l'absence ou en présence de l'attention, comme nous l'avons vu, les décharges neuronales, elles, restent synchronisées au son. Ceci suggère que ce n'est pas le même mécanisme qui est responsable de la synchronisation des décharges et qui est responsable de la synchronisation de ces ondes, ces oscillations de basse fréquence. De façon simultanée, des enregistrements sont effectués dans la région corticale accordée à la fréquence de 8 kHz. Là, on observe une hyperpolarisation légère lorsque la fréquence est celle du son auquel le singe porte attention, celle de 2 kHz, c'est le tracé rouge. Et comme on l'a vu précédemment, la stimulation, comme le montre ce petit carré, est en phase avec à une phase donc, qui est synchronisée avec la stimulation sonore. La stimulation débute quand l'oscillation est à son maximum d'hyperpolarisation. Passons à la réponse au son ignoré en bleu, dont les effets sont donc analysés toujours dans cette région accordée à 8 kHz. La réponse est dans le bruit. Il n'y a pas non plus de mise en phase, il n'y a pas d'entraînement par le son dans cette région. On est donc amené à conclure que plusieurs aires corticales, outre celle qui est accordée en fréquence avec l'attention, que dans plusieurs aires corticales, l'attention est à l'origine de la synchronisation de l'activité de réseaux neuronaux. Au total, ceci indique que quand des stimuli sont présents, seul celui sur lequel porte l'attention entraîne une activité oscillatoire synchronisée avec le son, qui se voit au niveau de l'onde delta et qui est présente dans un ensemble de régions corticales. Alors, on va maintenant s'intéresser, comme toujours, à la cohérence des résultats d'une expérience à l'autre qui est mesurée par la valeur d'ITC que j'ai présentée lors des cours précédents, mesurée sur l'onde delta. Les résultats
sont ici présentés pour le stimulus attendu et le stimulus ignoré. On voit que pour le stimulus attendu, donc de 2 kHz, aussi bien dans la région qui est accordée à 2 kHz que dans celle qui est à 8, là, il y a bien donc une réponse significative avec, au niveau de l'onde, avec un delta ITC donc, qui est très significatif. Alors, si on s'intéresse aux résultats maintenant en termes, ici, moyennés donc pour apprécier la cohérence à nouveau des résultats, je vais passer brièvement, mais on voit qu'à nouveau, dans la région accordée en fréquence, on a bien une réponse significative avec dépolarisation au moment où ceux-ci le sont et hyperpolarisation dans la région qui n'est pas accordée en fréquence. Alors, l'ensemble des conclusions permettent de faire une prédiction. L'amplitude de réponse à un stimulus ignoré dans la région accordée en fréquence devrait dépendre de sa relation temporelle avec le stimulus auquel l'attention est prêtée. En effet, l'excitabilité à tout moment est déterminée par la phase de l'oscillation qui est entraînée par le son auquel l'animal prête attention. Par conséquent, si temporellement le son ignoré et le son écouté sont proches, si le son ignoré tombe dans une phase d'hyperpolarisation, on ne trouvera pas de réponse à ce son ignoré. Alors, c'est ce qui est démontré ici. Lorsque les sons sont proches, la réponse au son ignoré a une amplitude plus basse que lorsque les sons sont temporellement distants. Ici, dernière caractéristique de la réponse du son écouté versus ignoré, l'amplitude de réponse est beaucoup moins variable pour le son écouté que pour le son ignoré. En d'autres termes, l'attention augmente la robustesse de la réponse électrique. Alors, la découverte centrale de cette étude est que lorsque des stimuli auditifs attendus forment un flux rythmique, l'attention sélective auditive peut être implémentée à travers l'entraînement des oscillations neuronales de fond et que ceci fournit une modulation concertée de l'excitabilité d'assemblées de neurones à travers le cortex auditif primaire. Les résultats indiquent que la mise en correspondance entre le rythme du stimulus attendu et l'accord en fréquence de n'importe quelle région du cortex auditif A1 détermine la phase de l'entraînement oscillatoire et en conséquence si l'attention va favoriser ou au contraire supprimer l'activité neuronale au moment où le stimulus arrivera. Alors, ces découvertes appuient la notion selon laquelle les fluctuations d'excitabilité d'assemblées de neurones sous le seuil, qui sont distribuées, forment le contexte dans lequel sont traités les contenus sensoriels spécifiques. La différence fondamentale dans la synchronie de l'activité évoquée et de l'activité neuronale modulée par l'attention est en faveur, comme je l'ai déjà dit, de mécanismes distincts qui les sous-tendent. Il est clair que les réponses évoquées vont donc faire intervenir les afférences thalamo-corticales lemniscales, c'est-à-dire qui sont en rapport avec les projections qui viennent de la région du thalamus qui a une organisation tonotopique. En revanche, les informations qui modulent l'activité oscillatoire dans la couche supragranulaire font-elles intervenir un mécanisme de type top-down qui reste à déterminer. Alors, cette situation de compétition sonore nous amène tout naturellement à l'effet cocktail party. Nous allons nous intéresser aux mécanismes neuronaux qui sous-tendent le suivi de la parole d'un locuteur donné dans une situation de cocktail party.
Le travail que je vais présenter a été publié aussi en 2013 par le même groupe, mais cette fois-ci, le premier auteur est Elena Zion-Golumbik. Cet article donc est publié, donc, je vous le disais, dans la revue Neurones. Deux articles précédents, publiés en 2012, l'un par Deng et Simon dans PNAS que j'ai évoqué lors du premier cours, et l'autre par Mesgarani et Chang dans Nature, concluaient pour le premier que l'attention fait appel à la représentation de la parole écoutée à un phasage des oscillations de basse fréquence avec les séquences de paroles, c'est-à-dire semblables à ce que nous venons de voir, et pour le second, que l'attention met en jeu un accroissement de l'amplitude des oscillations cérébrales de haute fréquence, les oscillations gamma, qui n'ont jusqu'à présent pas été évoquées. Les oscillations de basse fréquence sont particulièrement intéressantes puisque leur période se situe dans l'échelle de temps des fluctuations que présente l'enveloppe de parole, c'est-à-dire les fluctuations en amplitude des signaux acoustiques de la parole. Comme l'a démontré en 1995 Bob Shannon dès l'obtention de ses premiers résultats avec l'implant cochléaire, les implants cochléaires qui n'avaient que quelques électrodes et qui ne contenaient quasiment pas d'informations fréquentielles, l'enveloppe sonore seule permet en grande partie de décrypter la parole, donc son codage est essentiel à l'intelligibilité de la parole. Quant aux ondes gamma de haute fréquence, leur amplitude est un indice des décharges d'ensemble des neurones. L'objectif de ce travail est d'examiner comment l'attention influence la représentation neurale de la parole attendue versus ignorée dans une situation de cocktail party. Plus spécifiquement, l'hypothèse que ce travail tente d'évaluer est la suivante. L'attention va-t-elle entraîner les oscillations neuronales de basse fréquence de sorte que leur phase va être calée à la structure temporelle du flux de paroles écoutées, ce qui formerait une véritable représentation interne amplifiée de la parole qui exclurait le flux de paroles ignoré de cette représentation. Alors, cette hypothèse d'entraînement sélectif est attractive pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le flux de paroles est quasi rythmique en ce qui concerne les niveaux prosodiques et les niveaux syllabiques. Ces rythmes conduisent à... bon, ça c'est une première chose. Et par ailleurs, dans une perspective mécanistique et physiologique, si l'entraînement aligne les phases de haute excitabilité des oscillations de basse fréquence avec les instants où surviennent cette fois-ci les événements saillants dans le flux de paroles écoutées, alors les décharges neuronales qui coïncident avec ces événements vont être augmentées. En conséquence, l'entraînement d'une combinaison d'un entraînement sélectif des oscillations de basse fréquence, couplé à une amplitude importante des oscillations gamma de haute fréquence, qui favorise donc les décharges neuronales, serait un mécanisme idéal pour ségréger et amplifier la réponse neuronale du flux de paroles auquel l'auditeur prête attention. Alors, d'un mot, j'aimerais dire aujourd'hui que cette rythmicité des différentes ondes cérébrales, certains lui prêtent un rôle majeur dans l'établissement de l'écoute de la parole, en fait, dans l'établissement du langage, dans l'évolution. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, in fine, ceci doit conclure à la représentation perceptive préférentielle, voire exclusive, du flot de paroles auquel on prête attention.
Alors, ce travail tente aussi de répondre à une autre question. Existe-t-il des aires cérébrales qui sont sélectivement ou préférentiellement dédiées au suivi sélectif de la parole? Si tel est le cas, ces aires, au milieu de ces aires, on devrait trouver un entraînement donc sélectif de certaines ondes. Pour répondre à ces questions, l'activité corticale va être enregistrée chez 6 patients atteints d'épilepsie sévère par électrocorticographie en période préopératoire d'une chirurgie cérébrale qui vise à l'exérèse du foyer épileptogène. L'électrocorticographie est utilisée pour localiser les sites cérébraux que l'exérèse ne doit pas toucher en raison de leur importance fonctionnelle. L'électrocorticographie est une électroencéphalographie intracrâniale. L'électroencéphalographie intracrâniale est analogue à l'électroencéphalographie de surface puisqu'elle mesure les potentiels électriques dus à l'activité électrique des neurones. Elle s'en distingue par le fait que les électrodes sont positionnées soit sous la dure mère, à la surface de la pimère, soit sous les méninges, c'est-à-dire sur la surface corticale. C'est dans ce dernier cas que l'on parle d'électrocorticographie. L'électrocorticographie a chez l'homme un très bon rapport signal-bruit de fond et une très bonne résolution spatiale. Alors, ici, vous voyez les emplacements des électrodes chez 6 patients. Les différentes régions sont notées en bas. Les électrodes sont placées dans le lobe temporal, dans le lobe frontal, dans le lobe pariétal et occipital. Il est demandé aux patients de regarder des films dans lesquels les 2 locuteurs, un homme et une femme, récitent simultanément de courtes séquences de paroles de 9 à 12 secondes, situation qui simule celle de la cocktail party. Dans chaque essai, on demande aux personnes de se concentrer sur un locuteur, d'ignorer l'autre. Le contrôle de l'expérience consiste en l'écoute ou le suivi d'un seul locuteur en l'absence de l'autre. Pour chaque électrode, les auteurs déterminent quelle bande fréquentielle dans le signal neuronal représente au mieux la structure temporelle de la parole dans les fluctuations de phase de ces ondes et leur amplitude. Ici, un seul locuteur s'exprime. C'est l'extraction du signal neuronal dans les fréquences basses de 1 Hz à 10 Hz. En haut, les traces en rouge et en bleu correspondent à la même séquence de paroles, répétée 2 fois par un même locuteur. Elles sont très semblables. En bas, les traces en rouge et en bleu correspondent à la même séquence de paroles, mais prononcées par un locuteur puis l'autre. Les traces sont apparentées, mais elles divergent un peu plus que précédemment. On passe maintenant à la situation cocktail party. Les 2 locuteurs s'expriment simultanément. Ils prononcent des phrases différentes. Pour faciliter la comparaison, la parole écoutée ici et la parole ignorée en bas ont le même tracé rouge dans les 2 cas. En haut, le patient se concentre 2 fois de suite sur la même séquence de paroles du même locuteur, tandis que l'autre parle. Les traces sont très proches les unes des autres. En bas,
le patient se concentre d'abord sur la séquence de paroles d'un locuteur, trace rouge, puis sur la séquence de paroles de l'autre locuteur, en bleu. Les traces rouges et bleues sont nettement différentes. En conséquence, au niveau de cette électrode, la réponse neuronale n'est pas une réponse au signal acoustique global, sinon les traces seraient semblables ici et là. Si c'est le cas, donc le corollaire, il y a bien un effet de l'attention sur l'état de stimulation des neurones dont cette électrode détecte l'activité. Est ensuite évaluée la cohérence des résultats, toujours avec le même souci, d'un essai à l'autre par l'ITC et pour l'ensemble des électrodes. La première mesure de cohérence va porter sur la phase. Ici, la cohérence de phase en ordonnée pour chaque fréquence d'oscillation entre jusqu'à 100 Hz en abscisse. En gris, elle est estimée dans le cas où un seul locuteur s'exprime. Les phases sont des phases analysées en réponse à des stimuli acoustiques différents. Il n'y a pas de cohérence de phase dans ces conditions. En rouge, la cohérence de phase des réponses à un même stimuli, mais cette fois-ci à une même séquence sonore, on observe l'existence d'une cohérence de phase, mais on note qu'elle n'est présente que jusqu'à environ 7 Hz, c'est-à-dire pour les basses fréquences. Il y a d'autres caractéristiques des réponses électriques qui manifestent une cohérence d'un essai à l'autre. La mesure de cohérence qui va maintenant être effectuée va porter non seulement sur la phase, comme nous l'avons vu, mais pour chacune des bandes fréquentielles, et ceci est indiqué en rouge, et elle va également porter sur la cohérence des réponses en amplitude en bleu. Les histogrammes vides représentent les conditions de locuteur unique et les histogrammes pleins les conditions de cocktail party. En ordonnée, ce n'est plus l'ITC de la cohérence de phase, mais le nombre de sites, c'est-à-dire le nombre d'électrodes qui présentent une ITC significative. En abscisse, la réponse, on voit dans les différentes bandes de fréquences, est analysée. Les bandes delta pour D, θ ici, puis alpha, bêta, gamma, et les bandes plus élevées que les bandes gamma standard, c'est-à-dire celles qui vont de 70 à 150 et qui sont ici abrégées pour montrer qu'il s'agit de bandes de haute fréquence gamma en Hg. On voit que le nombre de sites dans lesquels l'ITC est significative est le même dans les conditions d'écoute d'un seul locuteur et les conditions de cocktail party. Le pourcentage de sites pour lesquels il y a cohérence de phase en rouge est grand dans les fréquences basses, delta et θ, il est moindre pour les fréquences alpha. Il n'y a presque pas de sites de cohérence de phase pour les hautes fréquences. Le pourcentage des sites maintenant pour lesquels il y a cohérence d'amplitude est beaucoup plus faible que celui qui montre une cohérence de phase. Et la cohérence d'amplitude est retrouvée pour les hautes fréquences et très peu pour les basses fréquences. Donc ceci est en accord avec les résultats d'autres groupes, en particulier, qui avaient montré en particulier le suivi de la parole par les basses fréquences qu'il était verrouillé en phase, comme nous l'avons mentionné précédemment. Nous passons maintenant
à la distribution corticale de ces réponses. Ces cohérences vont être suivies par l'ITC, donc toujours pour les basses fréquences en ce qui concerne la cohérence de phase et pour les hautes fréquences en ce qui concerne la cohérence d'amplitude. Le code couleur indique le niveau de cohérence, le degré de cohérence en chaque site. Alors, voyons ici les cohérences, la cohérence pour les basses fréquences en haut en situation d'un seul ou un seul locuteur s'exprime et en bas en situation de cocktail party. Dans les deux situations, les réponses provenant de cette région appelée gyrus temporal supérieur, c'est-à-dire du cortex auditif primaire, montrent une bonne cohérence de phase. Le suivi des basses fréquences est cependant largement étendu dans le cortex. Il s'étend à d'autres régions dont les auteurs disent qu'il s'agit des régions de traitement du langage, des traitements multisensoriels et de régions connues pour être stimulées par l'attention. Passons maintenant à la cohérence en amplitude. La cohérence en amplitude pour les autres fréquences, elle est semblable dans sa distribution en haut quand un seul locuteur s'exprime et dans la condition de cocktail party en bas. Mais cette réponse haute fréquence est presque exclusivement présente au niveau du cortex auditif primaire, au niveau du gyrus temporal supérieur. Alors, que devient la cohérence de phase pour les basses fréquences et la cohérence d'amplitude pour les hautes fréquences dans la situation de cocktail party? Mais si maintenant l'auditeur, au lieu de porter son attention sur un locuteur, ne la porte pas sur ce locuteur donné. En noir, l'attention est toujours portée sur le même locuteur. Alors, on va voir que en bas, lorsque l'on s'intéresse à la situation de cocktail party, tout d'abord, si l'attention fluctue d'un locuteur à l'autre, la corrélation est moins bonne. Passons donc à la situation que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire la situation où l'on va comparer ce qui se passe lorsque l'auditeur prête attention à un stimulus ou l'ignore. Alors, ceci passe par un tout autre exercice. Peut-on reconstruire l'enveloppe sonore à partir de la réponse neuronale? Quelle similarité présente cette enveloppe reconstruite avec l'enveloppe sonore selon la situation, c'est-à-dire la situation dans laquelle un seul locuteur s'exprime et la situation de cocktail party où l'enveloppe va être reconstruite à partir de la parole écoutée ou au contraire de la parole ignorée. Les auteurs vont tenter de reconstruire l'enveloppe sonore dans un premier temps à partir des réponses neuronales dans les fréquences basses et dans un deuxième temps à partir des réponses neuronales dans les bandes de haute fréquence. Ici, en utilisant les réponses dans les basses fréquences, les auteurs reconstruisent l'enveloppe sonore qui a donné lieu à la réponse. Donc ici, la réponse à un seul locuteur. En noir, il s'agit de l'enveloppe sonore. En gris, c'est la reconstruction de l'enveloppe sonore fondée sur la réponse neuronale, donc aux basses fréquences. Et là, c'est un seul patient qui est représenté. Et en rouge, c'est la reconstruction de l'enveloppe sonore à partir de la réponse neuronale moyennée obtenue chez les 6 patients. La réponse neuronale dans les bandes de fréquences basses permet bien de reconstruire l'enveloppe sonore.
Même opération, mais cette fois-ci en situation de cocktail party. En haut, c'est donc l'enveloppe reconstituée, ici, pardon, l'enveloppe reconstituée, l'enveloppe de la parole écoutée. Alors, en noir, nous avons toujours l'enveloppe de la parole écoutée, donc en gris, l'enveloppe de la parole reconstruite à partir de la réponse neuronale d'un seul patient, et en rouge, la réponse moyennée chez plusieurs patients. On va maintenant comparer ce résultat à la situation dans laquelle on va tenter de reconstruire l'enveloppe sonore de la parole ignorée. Toujours les mêmes codes couleurs. En noir, l'enveloppe de la parole ignorée, que par précaution on a prise identique à la parole écoutée dans l'expérience précédente. Donc c'est toujours le même tracé noir. En gris, le tracé obtenu à partir d'un locuteur. En rouge, le Moyen-Âge obtenu par les tracés obtenus chez les 6 locuteurs. Si l'on compare maintenant les tracés, les reconstructions obtenues donc dans ces basses fréquences pour la parole écoutée et la parole ignorée, on voit que l'enveloppe sonore est bien mieux reconstruite pour la parole sur laquelle se porte l'attention que sur la parole ignorée. En particulier, si vous regardez cette deuxième moitié temporelle de réponse, vous voyez que la réponse de l'enveloppe sonore reconstituée est très superposable à l'enveloppe sonore réelle. Même question, toujours même question, quelle est la qualité de cette reconstruction si maintenant on s'appuie sur les réponses obtenues pour les bandes de haute fréquence? Alors là, les résultats sont présentés sous forme de graphes. Vous revoyez ici la réponse aux basses fréquences, la façon dont l'enveloppe a été, l'exactitude de reconstitution que nous venons voir, qui vient maintenant présentée sous la forme d'un histogramme. En rouge, quand on regardait les basses fréquences, avec un seul locuteur, la parole écoutée et donc la parole ignorée. Maintenant, même analyse, mais à partir des bandes de haute fréquence, on voit que ces bandes de haute fréquence donnent des résultats qui sont reproductibles en ce qui concerne la reconstitution de l'enveloppe sonore qu'elles permettent lorsqu'on écoute un seul locuteur, qu'elle est moins efficace dans conditions de cocktail party où l'on reconstitue la séquence de paroles de locuteur écouté et que ici, elle n'a absolument aucune possibilité de reconstruire la parole ignorée en s'appuyant sur les hautes fréquences. Donc, ceci établit le fait que participent donc à la fois les ondes de basse fréquence et les ondes de haute fréquence dans le suivi de la parole écoutée. Alors, il reste à comprendre en quoi les représentations portées par les basses et les hautes fréquences diffèrent et surtout comment elles se distribuent dans les différentes aires corticales. Les auteurs vont chercher à établir quelles sont les caractéristiques des réponses des neurones situées à proximité de chacune des électrodes. Et la caractéristique qu'ils vont étudier est la fonction de réponse impulsionnelle. La fonction de réponse impulsionnelle ou fonction temporelle est abrégée en TRF. Cette TRF varie d'une électrode à l'autre. Elle peut être plus ou moins
estimée avec plus ou moins de précision à partir des enregistrements obtenus au niveau d'électrodes considérées. Brièvement, la procédure mise en œuvre est la suivante. En s'appuyant sur l'ensemble des enregistrements obtenus dans une situation expérimentale donnée, les auteurs vont estimer la fonction de réponse temporelle, la TRF, pour une électrode donnée. À partir de ce modèle, ils vont pouvoir prédire quelle sera la réponse neuronale au niveau de chaque électrode pour n'importe quelle enveloppe sonore écoutée dans les mêmes conditions. Les conditions qui vont être celles d'un locuteur unique ou la situation de cocktail party avec écoute d'une parole donnée ou non-écoute de cette parole. Ils vont estimer la fonction TRF donc dans les différentes conditions que je viens de mentionner. Ici est schématisée la façon dont est reconstruite la réponse neuronale. On passe de l'enveloppe acoustique à la réponse neuronale prédite sous une électrode par convolution, c'est-à-dire par l'application d'un filtre stationnaire qui décrit la fonction TRF. En situation de cocktail party, on passe de la même façon de l'enveloppe sonore pour chacun des deux sons, ignoré, écouté et ignoré, à la réponse neuronale prédite, en ajoutant les contributions des deux réponses neuronales prédites. Les profils temporels des TRF sont étudiés pour des réponses à basse fréquence, toujours indiquées par LF, Low Frequency TRF, et pour les réponses à haute fréquence, abrégées en HGP. Les profils temporels des TRF sont obtenus ici, en A, en haut et en bas, au niveau de deux électrodes distinctes. En haut, la TRF obtenue était obtenue pour les basses fréquences, à droite, et à gauche pour les hautes fréquences. En trait plein, elle a été estimée en situation de locuteur unique, et en trait pointillé, elle a été estimée en situation de cocktail party avec écoute de ce même locuteur. Vous voyez que pour les basses fréquences comme pour les hautes fréquences, les profils sont semblables dans les deux situations expérimentales. Mais les profils TRF eux-mêmes sont très différents pour les basses et les hautes fréquences. Dessous, c'est un autre exemple pour une autre électrode où l'on va effectivement enregistrer les réponses TRF, basse fréquence et haute fréquence. Ces données vont être appliquées ensuite à un ensemble d'électrodes qui sont ici montrées en abscisse en fonction du temps, et le code couleur indique l'amplitude de la TRF. À gauche, l'amplitude de la TRF dans les basses fréquences, à droite, dans les hautes fréquences. En situation d'écoute d'un seul locuteur, en haut, en situation de cocktail party avec l'attention fixée sur un seul locuteur. On voit que les fonctions de transfert, donc TRF, sont très voisines dans l'une et dans l'autre situation, comme le montre également le Moyen-Âge des réponses présentées ci-dessous. Donc, ces résultats montrent que les caractéristiques d'amplitude et de profil temporel de la fonction TRF sont très semblables dans les conditions d'écoute d'un locuteur unique ou de cocktail party avec écoute de ce même locuteur. Les TRF sont cependant très différentes pour les basses et les hautes fréquences. Il y a là un argument supplémentaire pour penser que donc, ces réseaux neuronaux correspondant aux hautes et aux basses fréquences
ont des caractéristiques donc distinctes et sont donc sans doute formées de façon distincte. Il faut souligner que la TRF aux réponses de basse fréquence évoque une oscillation de son amplitude et que, de plus, cette oscillation a une fréquence qui correspond aux ondes cérébrales de basse fréquence, les ondes θ. La TRF, elle, aux autres fréquences, est bien différente. Elle ne change pas de signe, comme vous le voyez, et son premier pic est maximum, il est maximum, et correspond aux hautes fréquences gamma haute. Même question que d'habitude, quelle est la fiabilité de cette TRF estimée lorsqu'il s'agit des TRF de haute fréquence et de basse fréquence, mais cette fois-ci dans les différents sites corticaux? En d'autres termes, quelles sont celles des TRF qui prédisent la réponse neuronale avec la plus grande exactitude? L'intérêt d'une telle appréciation est le fait qu'une fiabilité de réponse forte peut être interprétée comme la réponse d'un ensemble de neurones qui contribue de façon robuste à la représentation de l'enveloppe acoustique. En A, les codes couleurs indiquent le degré de fiabilité des TRF sous les différentes électrodes. En haut, les TRF estimés pour les basses fréquences, en bas pour les hautes fréquences, à droite en situation de locuteur unique, à gauche en situation de cocktail party avec l'écoute qui se porte toujours sur le même locuteur. Alors, on voit en haut que la distribution des sites de haute fiabilité est large. Les sites de haute fiabilité sont présents non seulement avec ces points rouges et oranges dans le cortex auditif primaire, mais dans bien d'autres régions corticales. Et à nouveau, leur distribution est assez proche dans la situation de locuteur unique et dans la situation de cocktail party avec écoute du même locuteur. Les réponses du cortex primaire ici donc sont très prédictives et dans les deux situations, on trouve également des réponses très prédictives au niveau du lobe frontal. En bas, cette fois-ci, on va s'intéresser aux hautes fréquences, aux ondes de haute fréquence, et on va donc, sous chaque électrode, mesurer à quel point ces ondes sont fiables pour déchiffrer l'enveloppe sonore. Alors, on voit que la fiabilité est forte au niveau du cortex auditif primaire et au niveau du lobe frontal pour le locuteur unique comme pour le locuteur placé en situation de cocktail party avec, attention, se situant sur le même locuteur. L'objectif est maintenant d'apprécier le rôle de l'attention véritablement sur cette fonction TRF. Et pour cela, il faut pouvoir déterminer et comparer la fiabilité de la réponse TRF dans une situation de cocktail party, dans différents sites corticaux, quand la parole d'un locuteur est ignorée ou quand elle est écoutée ou quand elle est ignorée, et comme je vous le disais, sous les différentes électrodes. Ici, ne sont représentées que les électrodes qui donnent une fiabilité significative de la TRF. Les points verts correspondent aux électrodes au niveau desquelles la TRF est fiable en ce qui concerne à la fois la parole écoutée et ignorée. Les points rouges correspondent aux électrodes où la TRF n'est fiable que pour le locuteur ignoré. En haut, les TRF associés aux basses fréquences, en bas, associés aux hautes fréquences. Les électrodes vertes, que j'appellerai mixtes, se situent
principalement au niveau du cortex auditif primaire pour les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, elles sont même strictement restreintes au niveau du cortex auditif primaire. Passons aux électrodes rouges, les électrodes sélectives, qui donc ne répondent qu'à la parole écoutée du locuteur. Elles sont, elles, beaucoup plus nombreuses et largement dispersées sur le cortex. Elles sont nombreuses, aussi bien et dispersées, aussi bien pour les hautes fréquences que pour les basses fréquences. Quant au profil temporel des TRF, je résume les données. Il est semblable pour la parole suivie et ignorée au niveau des électrodes mixtes, les électrodes qui sont ici colorées en vert, mais leur amplitude est plus faible pour la parole ignorée. Bien sûr, au niveau des électrodes rouges qui sont sélectives, la TRF est dans le bruit pour la parole ignorée. Donc, au total, on peut dire que les réponses écoutées versus ignorées se différencient très nettement dans leur distribution corticale. Les sites sélectifs se situent presque exclusivement au niveau du cortex auditif primaire. Alors vient une dernière question qui est la suivante. Si l'attention entraîne bien l'activité d'un réseau neuronal entraîne bien l'activité d'un réponse neuronale, alors la fonction de réponse TRF pour la parole écoutée ne pourrait-elle devenir plus ample avec le temps? Pour tester cette hypothèse, les auteurs ont analysé l'amplitude de la TRF en fonction des temps qui sont des temps qui correspondent au déroulé d'une phrase. La mesure est effectuée au niveau de l'ensemble des électrodes qui ont une réponse sélective à la parole écoutée. En ordonnée, l'amplitude de la TRF est en abscisse le temps ou époque, c'est-à-dire que l'on va mesurer ici toutes les 3 secondes la réponse. À gauche, le pic d'amplitude de la TRF est mesuré pour les fréquences basses et à droite pour les fréquences élevées. En gris, l'évolution du pic d'amplitude de la TRF pour la parole ignorée, pas d'évolution. En noir, l'évolution de la TRF au niveau des électrodes sélectives pour la parole écoutée. En fonction du temps, on voit qu'effectivement l'amplitude augmente et la réponse est tout à fait la même en ce qui concerne l'amplitude de la TRF pour les fréquences hautes. Donc ceci constitue un élément supplémentaire en faveur du rôle de l'attention sur la réponse neuronale. Au niveau, cette fois-ci, on est dans le cortex auditif général, et donc qui met à la fois en jeu les fréquences basses et les fréquences hautes. Alors, en conclusion, la phase des oscillations de basse fréquence et l'amplitude des oscillations de haute fréquence suivent de façon parallèle l'enveloppe de la parole écoutée. Les données que nous avons vues suggèrent que des mécanismes distincts sont mis en jeu par l'épreuve, comme nous l'avons vu par l'épreuve de décodage, puis par la cinétique des réponses TRF, dans ce qui concerne le suivi des basses fréquences et des hautes fréquences. Les sites qui montrent un suivi significatif apparaissent se ranger dans les 2 catégories hautes et basses fréquences. Les sites non sélectifs du suivi de la parole des 2 locuteurs, écoutés ou ignorés, nous l'avons vu, ne se situent que dans la région du cortex auditif primaire. Le deuxième type de sites, donc les sites sélectifs pour la parole,
ne montre donc aucune détection pour la parole ignorée. Ça, c'est ce que l'on peut dire schématiquement, mais en réalité, si on regarde de près, on peut voir qu'il y a une gradation entre les sites non sélectifs et les sites sélectifs. Alors, le suivi de la parole écoutée dans les sites sélectifs augmente avec la progression de la phrase, ce qui indique que ces régions sont capables d'utiliser les régularités spectro-temporelles de la parole écoutée pour affiner dynamiquement les réponses du stimulus écouté. Cet effet d'adaptation au niveau du temps n'apparaît que dans les aires corticales élevées. Alors, on peut s'interroger malgré tout sur la contribution de l'information visuelle aux données que je viens de présenter, puisque les personnes voyaient les individus s'exprimer. Et on sait qu'un stimuli visuel pur déclenche une oscillation dans le cortex auditif, qui est certes de faible amplitude. Par ailleurs, dans les expériences que nous venons de voir, donc, ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire qu'il y avait les deux types de stimuli, visuels et auditifs. On sait que le fait de voir un visage qui s'exprime contribue à la compréhension de la parole et que de même les mouvements articulatoires de la bouche et de la mâchoire sont corrélés à l'enveloppe acoustique de la parole. Ainsi, il est malgré tout possible que certains des effets que nous avons vus pour la parole écoutée, que pour certains de ces effets, il y ait une contribution de la vision, et cette contribution précise devra donc être déterminée dans le futur. Alors, on peut dire que ces résultats fournissent une base empirique à l'idée selon laquelle l'attention sélective dans le mode de cocktail party met en jeu un contrôle de type top-down de l'excitabilité neuronale au cours du temps. Le produit de cette interaction est la formation d'une représentation neuronale dynamique de la structure temporelle du flux de parole écouté, à laquelle est associé un effet amplificateur et un effet de filtre temporel. Les effets combinés attentionnels de type top-down, des réponses évoquées et la représentation sélective de la parole attendue, sont des exemples de ce que l'on appelle le sensing actif, un procédé qui est très général, dans lequel le cerveau module de façon dynamique sa représentation interne du stimulus et particulièrement des stimuli naturels pour répondre aux demandes environnementales et contextuelles. Alors, pour terminer, j'aimerais dire brièvement un mot des bases cellulaires de ces oscillations. Elles sont considérées comme le produit d'interaction entre inhibition et excitation neuronale que produisent respectivement les neurones glutamatergiques et les neurones GABAergiques du cortex. Comme l'a montré Busacki en 1985, ce sont les interneurones inhibiteurs qui jouent un rôle essentiel dans la structuration et la ségrégation spatio-temporelle de ces oscillations. Ainsi, par exemple, la fréquence de l'oscillation dépend de la durée de l'inhibition exercée par les interneurones. C'est encore Busacki qui a montré que lorsqu'un comportement collectif oscillatoire émerge, il va exercer une contrainte sur le moment auquel le potentiel d'action va se développer. Comme nous l'avons vu, quand l'oscillation du réseau est dans une phase hyperpolarisante, la probabilité de décharge d'un neurone glutamatergique devient très faible. En d'autres termes, la probabilité de décharge des neurones est modulée par les différents cycles des oscillations cérébrales. Alors aujourd'hui, on sait qu'il existe donc un grand nombre d'oscillations, que certaines d'entre elles peuvent se synchroniser. Elles seraient l'un des éléments essentiels de la coordination de l'activité
de sites cérébraux très distants. Alors, je voudrais terminer ici et adresser mes remerciements. D'abord, vous remercier de votre attention et adresser mes remerciements à mon collègue Jacques Boutet de Monvel pour les échanges que nous avons eus durant la préparation de ces 3 cours, ainsi que pour les documents sonores du premier cours. Merci.